Bonsoir et merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition sur Télé Sud. Voici les 3 titres à la une de l'actualité. En France, tout est permis pour salir les autorités d'Afrique. Ce sont les mots prononcés par le président congolais Denis Sassou Nguesso en marge du sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Le chef d'État de la République du Congo a estimé que les pays du Sud ne devraient pas être forcés de renoncer brutalement au pétrole. En RDC, alors que le secrétaire général de l'ONU doit rendre un rapport le mois prochain sur la reconfiguration de la MONUSCO, le Conseil de sécurité est assez critique des progrès effectués par le gouvernement congolais. En toile de fond, le retrait total de la force onusienne à la fin de l'année qui risquerait de créer un vide sécuritaire. Et en Russie, plus de 48 heures après la tentative de rébellion du groupe paramilitaire Wagner, Moscou continue de jouer la carte de l'apaisement. Ce mardi matin, le ministère russe de la Défense a annoncé l'abandon de toutes les poursuites contre les mercenaires. Voilà pour les titres. Et en fin de journal, une interview à suivre, celle de Laurent Gangbès, directeur général de l'Agence de promotion des investissements et des exportations du Bénin. Avec lui, nous parlerons d'un roadshow qui a été mené par une délégation d'hommes d'affaires et institutionnels béninois pour promouvoir la destination Bénin. Et en commençant avec la France, en France, tout est permis pour salir les autorités d'Afrique. Ce sont les mots prononcés par le président congolais Denis Sassou Nguesso en marge du sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui s'est clôturé vendredi dernier. Le président de la République du Congo s'est exprimé dans une interview accordée à France 24. Pour lui, les pays du Sud ne devraient pas être forcés de renoncer brutalement au pétrole. Émeric Troignon. L'affaire Orion Wall, du nom d'une société soupçonnée d'être au cœur du détournement des recettes du pétrole congolais, ou encore la saisie par la justice française, septembre dernier, d'un hôtel à Paris attribué à Denis Christel Sassou Nguesso, fils du président congolais, accusé de blanchiment d'argent. Des affaires évoquées lors d'une interview accordée par le chef de l'État congolais à France 24. Dans cette interview, Denis Sassou Nguesso dénonce un acharnement de la justice et des médias français. Les médias français sont habitués à ce genre d'agression. Maintenant, toutes les affaires du Congo sont jugées en France par la justice française, par les médias français, par vous. Et jamais il y a de commission rogatoire au Congo, jamais de partie civile au Congo. Pour le président du Congo-Brazzaville, l'objectif de ces accusations est clair, salir l'image des autorités africaines en les faisant passer aux yeux de l'opinion internationale pour des dirigeants corrompus. Derrière ces manœuvres, des desseins obscurs. Tout est permis ici quand il s'agit de salir les autorités d'Afrique. Et c'est la France, à travers sa justice et ses médias, qui gère les affaires du Congo. Nous observons cela avec beaucoup de calme. Un jour, on comprendra les buts qui sont poursuivis par ces allégations-là. À l'image de toutes ces accusations des médias et de la justice française, une autre qui attribue un hôtel privé à Paris au président Sassou. Pourtant, le chef d'État congolais ne possède qu'un logement de 2 chambres à l'intérieur de l'immeuble en question, appartement dans lequel il a vécu pendant son exil en France. Un exemple cité par Denis Sassou Nguesso au cours de l'interview sur France 24 pour montrer l'acharnement judiciaire dont il serait victime.
Et l'actualité congolaise nous mène à cette réunion panafricaine qui va se dérouler à Luanda, en Angola. Elle réunit 4 organisations de l'Union africaine. À cette occasion, la situation sécuritaire en République démocratique du Congo y est abordée, alors que le secrétaire général doit rendre un rapport le mois prochain sur la reconfiguration de la MONUSCO. Le Conseil est assez critique des progrès effectués par le gouvernement de la RDC. En toile de fond, le retrait total de la force onusienne à la fin de l'année. Car le risque d'un tel retrait risquerait de créer un vide sécuritaire si elle devait quitter la RDC à la fin de l'année dans le contexte actuel. Et allons plus en détail dans cette réunion. Depuis le Conseil de sécurité de l'ONU aux États-Unis, le Conseil des Nations Unies a discuté lundi de la situation en RDC en préparation de la réunion panafricaine à Luanda. Le secrétaire général de l'ONU doit présenter, comme je vous le disais, un rapport sur la reconfiguration de la MONUSCO. Les explications de Mathieu Nicolas. La RDC est au cœur des préoccupations de la communauté internationale. Alors que s'ouvre à Luanda une réunion sur le pays, l'ONU a de nouveau exprimé ses inquiétudes au sujet de la détérioration de la situation sécuritaire au cours des 3 derniers mois dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, et ce, malgré une accalmie des affrontements armés entre les rebelles du M23 et les forces armées de RDC. Malgré les opérations conjointes des FARDC et de l'UPDF, les ADF ont étendu leur zone d'influence à un niveau sans précédent et demeurent une menace sérieuse pour la sécurité et la stabilité de la RDC. Dans le même temps, les activités persistantes des groupes armés au sud Kivu pour le contrôle des sites miniers, en particulier des milices Mai Mai, rappellent qu'il est impératif de résoudre les causes profondes du conflit dans l'est de la RDC pour que la paix soit rétablie. Éviter avant tout qu'un retrait total de la MONUSCO crée un vide sécuritaire si elle devait quitter la RDC à la fin de l'année dans le contexte actuel, c'est la principale préoccupation des membres du Conseil de sécurité. En attendant l'échéance, la mission onusienne continue, selon l'ONU, de faire tout son possible pour remplir son mandat de protection des civils, comme à Goma par exemple. À Beni, Bunia, Bukavu et Goma, des ateliers soutenus par la mission ont permis d'apaiser les tensions et de renforcer les capacités locales pour mieux répondre aux problèmes de sécurité, y compris la désinformation. Parallèlement, la mission a fourni une protection physique directe à la population civile, notamment par le biais de la protection par projection. À ce jour, entre 50 000 et 70 000 personnes déplacées sont sous la protection physique directe de la MONUSCO dans le site de Roué, situé en territoire de Djougou dans la province de l'Ituri. Inquiets, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU misent sur les initiatives régionales africaines. Ce mardi s'ouvre dans la capitale angolaise la quadripartite de l'Union africaine, où la Conférence internationale de la région des Grands Lacs, la Communauté de l'Afrique de l'Est, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale et la Communauté de développement de l'Afrique australe discuteront justement de la situation en République démocratique du Congo. Objectif : améliorer la coordination des efforts et des initiatives de paix régionales, aussi bien sur le plan politique que militaire. Au Soudan, la fête de l'Aïd al-Adha qui se déroulera demain pourrait bien être l'occasion d'un apaisement. En effet, les FSR ont annoncé un cessez-le-feu unilatéral de 2 jours à l'occasion de cette fête musulmane. Mohamed Hamdan Daglo a souhaité que l'Aïd soit l'occasion d'une réconciliation entre les Soudanais. Au cours de ces derniers mois, plusieurs tentatives de cessez-le-feu ont été annoncées. Les parties belligérantes se sont cependant accusées mutuellement de violer les accords de cessez-le-feu. Et au Soudan, toujours la guerre qui dure depuis plus de 2 mois, poussait 150 000 personnes à franchir la frontière tchadienne à la mi-juin. Ajouté à l'afflux de réfugiés, le début de la saison des pluies accroît le risque de maladies et retarde l'accès de l'aide humanitaire à des centaines de milliers de personnes dans le besoin. Mathieu Nicolas. Depuis le début de la guerre au Soudan, c'est le pays d'Afrique qui accueille le plus grand nombre de réfugiés sur son sol par rapport à sa population, le Tchad. Rien qu'à la mi-juin, plus de 150 000 victimes du conflit ont franchi la frontière, la plupart en provenance du Darfour. Au total, le pays accueille plus de 750 exilés
soit l'équivalent de 4% de sa population. Je suis arrivée hier du Darfour. Je veux retourner dans mon pays un jour, mais ce n'est pas possible à cause de la guerre. À la suite d'une nouvelle flambée de violence à El Geneina, la principale ville du Darfour occidental, des milliers de personnes démunies, pour la plupart des femmes et des enfants, sont arrivées sans rien, en ayant perdu des êtres chers et perdu la trace de membres de leur famille en cours de route. Des réfugiés traumatisés qui arrivent dans une région tchadienne, elle-même déjà dans une situation très difficile, avec un accès limité à l'eau potable et aux services sociaux de base. Avec le début de la saison des pluies, des routes deviennent impraticables, gênant davantage les opérations de secours. Il serait plus de 100 000 enfants dans une situation désespérée au Tchad. L'horreur que vivent les enfants et les familles au Soudan se transforme rapidement en une grave crise au Tchad. La situation des enfants soudanais qui arrivent en ce moment est très préoccupante. En ce moment, ils arrivent traumatisés, affamés, très fatigués et parfois malades. Il s'agit d'une région vulnérable du Tchad où les populations sont très démunies. L'UNICEF au Tchad et ses partenaires sont sur le terrain pour fournir un soutien, mais une aide urgente est nécessaire pour répondre aux besoins croissants et urgents. Et pour leur venir en aide, les moyens manquent cruellement. Et les humanitaires réclament sans cesse depuis le début du conflit au Soudan une aide financière de la communauté internationale en urgence. Car sans aide, une crise majeure au Tchad, pays d'accueil des réfugiés, pourrait devenir inévitable. Et tout de suite, le reste de l'actualité internationale préparé pour vous par Noël Dong et Ahmed Chignou. Le président tunisien Kais Saied a réitéré lundi son opposition à la présence de migrants subsahariens sur le sol tunisien. Alors que la saison estivale propice au départ débute, la ville de Sfax est devenue le point de ralliement des migrants en quête d'Europe, ce qui fait monter les tensions sur place. Le président tunisien a mandaté son ministre de l'Intérieur pour lutter contre un phénomène qui, selon lui, crée un climat d'insécurité. Cette nouvelle sortie du chef de l'État intervient alors que des rassemblements anti-migrants ont eu lieu à Sfax ce week-end. Organisés par des habitants et par une frange de l'opposition, ils entendent mettre la pression sur les pouvoirs publics afin de trouver une solution à la situation sur place. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, et le Collège de défense du G5 Sahel ont signé vendredi dernier à Nouakchott, en Mauritanie, un accord de coopération militaire qui vise à booster les relations existantes entre les deux collèges. Le Mali n'a pas pris part à la rencontre, s'étant retiré en mai 2022 de tous les organes et instances du G5. Créé en février 2014 par le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, la force conjointe du G5 Sahel a pour objet principal de garantir des conditions de développement et de sécurité dans l'espace des pays membres. Le cardinal italien Matteo Zuppi, envoyé du pape François pour la paix en Ukraine, se rendra mercredi et jeudi à Moscou, a annoncé le Vatican 3 semaines après sa visite à Kiev. Il s'agit de la première visite à Moscou d'un haut responsable du Saint-Siège depuis l'invasion de l'Ukraine par Moscou en février 2022. L'objectif principal de l'initiative est d'encourager les gestes d'humanité qui peuvent aider à promouvoir une solution à la situation tragique actuelle et à trouver les moyens de parvenir à une paix juste, a précisé le Vatican. En Russie, plus de 48 heures après la tentative de rébellion du groupe paramilitaire Wagner, Moscou continue de jouer la carte de l'apaisement. Ce mardi matin, le ministère russe de la Défense a annoncé l'abandon de toutes les poursuites contre les mercenaires et le président biélorusse Alexandre Loukachenko, fidèle allié du Kremlin. Laurent Leleu. Ce mardi matin, le ministère russe de la Défense a fait savoir qu'il renonce à toutes les poursuites à l'encontre des mercenaires de Wagner. Cette décision confirme la volonté de Moscou de maintenir un climat apaisé avec ce groupe paramilitaire. Une annonce qui fait suite à la déclaration de Vladimir Poutine hier, qui avait déjà salué le patriotisme des combattants du groupe Wagner, restés fidèles et loyaux. Je remercie les combattants et commandants du groupe Wagner qui ont pris la seule bonne décision
et ne sont pas allés jusqu'au bain de sang, fratricide, arrêtés à la dernière minute. Alors que plusieurs médias indiquent que le chef du groupe Wagner, Evgeny Prigojine, serait arrivé à Minsk, le président biélorusse a estimé ce mardi que la rébellion était le résultat d'une mauvaise gestion des rivalités entre Wagner et l'armée russe, qui n'ont cessé de croître ces derniers mois. La situation nous a échappé, puis nous avons pensé que cela se résoudrait, mais cela ne s'est pas résolu. Il n'y a pas de héros dans cette histoire, c'est une séquence douloureuse parce que si la Russie s'effondre, nous resterons sous les décombres, nous mourrons. Selon de nombreux observateurs, cette récente évolution suggère que le président russe cherche à mettre un terme à la crise provoquée par la mutinerie de Wagner. Cependant, le sort réservé à Prigojine et à ses hommes reste incertain, d'autant que depuis le week-end dernier, la renommée du chef paramilitaire dépasse celle de tout opposant jamais connu. Un haut responsable de la présidence de la République centrafricaine a déclaré que la Russie maintiendrait sa présence en Centrafrique avec ou sans le groupe Wagner pour combattre la rébellion aux côtés de l'armée. Cette déclaration fait suite aux propos du ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, selon lesquels la Russie continuera d'opérer au Mali et en Centrafrique. Et les détails avec Émeric Torquignon. Après la rébellion avortée de Wagner en Russie, des questions persistent sur l'avenir de la milice privée en Afrique. Lundi, pour lever un coin de voile, le ministre russe des Affaires étrangères est monté au créneau. Malgré les événements survenus ce week-end, Wagner poursuivra ses activités en Afrique, notamment en Centrafrique et au Mali. Outre les relations avec cette société militaire privée, les gouvernements de la République centrafricaine et du Mali ont des contacts officiels avec nos dirigeants. À leur demande, plusieurs centaines de soldats travaillent en Centrafrique en tant qu'instructeurs. Ce travail va se poursuivre. Leur présence dans ces pays est décriée par l'ONU, l'Union européenne ou encore les États-Unis. Pour eux, le groupe paramilitaire russe est auteur de nombreuses exactions dans ces pays où il est censé lutter aux côtés des autorités contre les mouvements rebelles ou terroristes. Selon Washington, les événements de ce week-end en Russie devraient montrer à la Centrafrique ou au Mali que là où passe Wagner règne mort et destruction. Partout où nous avons vu Wagner opérer dans le passé, nous avons vu la mort et la destruction suivre son sillage. Nous avons mis en place une série de politiques visant à leur demander des comptes et à contrer l'influence de Wagner. Si Wagner poursuit ses activités en Afrique, en Ukraine ou ailleurs dans le monde, ou si des organisations lui succédant reprennent le flambeau de Wagner, nous continuerons à prendre des mesures pour demander des comptes à Wagner ou à son successeur. Mais pour Bangui, par exemple, pas question de mettre un coup de frein à la coopération militaire avec la Russie, peu importe la situation entre le patron de la société de sécurité privée Wagner et les autorités russes. L'affaire entre Evgeny Prigojine et Vladimir Poutine ne nous regarde pas. C'est une affaire interne à la Russie. La République centrafricaine a signé un accord de défense avec la Fédération de la Russie et non avec Wagner. Si la Russie n'est plus en accord avec Wagner, alors elle nous enverra un nouveau contingent. De toute évidence, la Russie tient à conserver ses acquis diplomatiques en Afrique. Ces dernières années, le pays a gagné du terrain sur le continent au détriment de certaines puissances occidentales. La Russie continuera donc à opérer en Centrafrique, mais également au Mali, avec ou sans Wagner. Laurent Gambès, bonsoir. Vous êtes le directeur général de l'Agence de promotion des investissements, des exportations du Bénin. Merci d'être avec nous ce soir. Bonjour, merci de nous recevoir. Alors que vous achevez roadshow mené par une délégation d'hommes d'affaires et institutionnels béninois ici en France, quel bilan vous pouvez tirer de cette tournée à travers plusieurs grandes villes de France ? Pour nous, nous avons un bilan que nous jugeons positif par rapport à tout ce que nous avons fait, les investisseurs que nous avons rencontrés, les institutionnels français que nous avons rencontrés. Nous avons quand même fait à peu près 6 villes en 7 jours et nous sommes relativement satisfaits de tout ce qui s'est passé. Nous avons rencontré à peu près 315 investisseurs potentiels et donc nous sommes heureux de cette initiative qui nous a conduit
à rencontrer le monde des affaires français et surtout à leur présenter le Bénin comme une terre d'opportunités pour les investissements français en Afrique. Et vous l'avez dit, de nombreuses villes, Marseille, Lyon, Paris, Rennes, Nantes et Louviers. Quelle a été l'étape qui vous a le plus marqué? L'étape qui nous a le plus marqué, je pense que c'est l'étape de Nantes, parce que Nantes a une relation particulière avec la République du Bénin, une relation particulière historique, et nous avons senti auprès de nos interlocuteurs nantais une vraie volonté d'avoir des activités industrielles de co-industrialisation, c'est-à-dire avec la participation d'entreprises françaises dans des domaines qui intéressent le Bénin, notamment l'agro-industrie. Et donc, cette relation historique particulière que nous avons avec la France va nous permettre de développer des relations économiques, industrielles pour le futur du Bénin et le futur de la région nantaise. Et justement, l'objet de ce voyage, on sait que derrière ce roadshow, il y a la volonté de vendre la destination Bénin. Pourquoi est-ce que c'est si important pour le gouvernement béninois de vendre cette destination Bénin? Parce que le gouvernement du Bénin, depuis 2016, a engagé un vaste programme de transformation structurelle de l'économie du Bénin. Jusqu'à présent, le Bénin était une économie plutôt de commerçants, compte tenu de sa situation géographique, et compte tenu également d'un contexte sociologique, historique. Le Bénin est un pays de passage où un certain nombre d'activités liées au négoce étaient les plus aisées à embrasser. Le gouvernement du Bénin, dans le cadre de sa stratégie de développement, a décidé de changer structurellement l'économie du pays en mettant en place tout un dispositif pour transformer la totalité des produits agricoles produits dans notre pays. L'idée est que notre développement puisse s'appuyer sur la transformation industrielle. Nous sommes le premier producteur de coton en Afrique. Nous sommes le deuxième producteur de noix de cajou en Afrique. Nous produisons du karité, nous produisons du soja, nous produisons du bois. Et l'idée du gouvernement, c'est de faire en sorte que la totalité de ces produits puisse être transformée dans notre pays. Et donc, il est particulièrement important pour le gouvernement du Bénin de travailler avec des partenaires techniques. Et donc, nous avons trouvé en France, surtout dans des régions, notamment la région de Bretagne, la région du sud de Marseille, la région lyonnaise, la région parisienne et la région de la Normandie. Nous avons trouvé dans chacune de ces régions des spécialités, des experts, un potentiel en matière de développement industriel, touristique, pharmaceutique qui intéresse grandement le Bénin. Le Bénin veut faire reposer son développement sur la transformation, sur l'industrialisation. Et donc, nous avons des atouts qui sont liés à la qualité de nos productions agricoles et nous voulons miser notre développement sur l'industrialisation. C'est la raison pour laquelle il était important pour nous de rencontrer des industriels français qui pourraient être intéressés par des relais de croissance dans un pays d'Afrique où le gouvernement a engagé un vaste programme de développement, notamment en ce qui concerne les infrastructures, en ce qui concerne l'amélioration du climat des affaires. Tout est fait pour que les investisseurs puissent trouver au Bénin un cadre propice au développement de leur business. Et donc, nous avons engagé cette tournée pour aller à la rencontre des investisseurs, pour leur montrer tout ce que nous avons mis en place pour les accompagner dans notre pays. C'est la raison pour laquelle c'est particulièrement important pour nous d'avoir effectué cette tournée. Et la France, là, c'était qu'une étape de ce roadshow. Est-ce qu'il y a d'autres pays que vous et votre délégation, vous envisagez de parcourir? Ce qui est important pour nous, c'est les secteurs dans lesquels nous souhaitons avoir des investissements. Nous voulons développer l'agro-industrie. Et dans ces conditions, nous recherchons des investisseurs dans ces domaines particuliers. Et donc, les autres pays, pour l'instant, ne sont pas à l'ordre du jour. Nous estimons que les efforts que nous allons faire en France
va nous permettre en fait de combler ce vide que nous avons en matière de développement de l'agro-industrie. Monsieur Gambès, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Agence de promotion des investissements et des exportations du Bénin. Merci d'être venu nous parler d'un roadshow qui a été mené par une délégation d'hommes d'affaires et institutionnels béninois pour promouvoir la destination Bénin. Je vous remercie et je profite de l'occasion pour remercier notre partenaire BPI France, la Banque publique d'investissement, qui nous a accompagnés tous au long de ce processus avec l'aide de l'ambassade de France au Bénin. Et donc, nous sommes particulièrement heureux d'avoir travaillé la team Bénin, la team France, pour faire de ce roadshow un succès. Et nous avons mis en place ensemble un plan d'action qui doit nous permettre de suivre les résultats de ce roadshow. Notre ambition, c'est de faire en sorte qu'au moins 6-7 entreprises françaises, à l'issue de ce roadshow, puissent s'installer au Bénin dans un délai de 12 mois. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Télésud.